Bonjour et bienvenue à cette dernière de la saison de Visionnaire pour 2023. Puis je la finis pas n'importe comment, je la finis de belle façon. Et vous voyez à côté de moi celui que j'aime appeler, peut-être que lui il oserait pas dire ça, mais moi j'aime l'appeler mon homologue français, ancien journaliste d'enquête, auteur Stéphane Alix, qui arrive avec La mort n'existe pas. Je suis tellement contente que tu le dises. Bienvenue Stéphane Alix à Visionnaire. Merci, bonjour. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, merci. Il fait un peu frisquet ici, mais je crois que c'est rien du tout par rapport à votre hiver québécois. C'est ce que j'allais dire, tu entends ma toux en plus qui est persistante. Alors oui, ici aussi, au Québec, il fait froid. Écoute, tu arrives avec ce bouquin, puis je me demandais quand j'ai commencé à le lire, mais qu'est-ce qu'il a encore à raconter après avoir écrit le test, après avoir écrit quand j'étais quelqu'un d'autre, après avoir écrit un paquet de livres sur la vie après la mort, sur les médiums et tout ça. Et là, j'ai compris que c'était vraiment aller dans l'expérience personnelle et chapeau de l'avoir fait parce que ça prenait du cran. On va revenir tout de suite à ça après, mais là, pour l'instant, je voulais surtout qu'on parle en commençant de wow, t'es numéro un en France. Ça a attiré une attention très particulière des médias traditionnels. Je pense que c'est la première fois. Raconte-moi l'expérience que tu vis présentement, là. Bah effectivement, je suis très heureux que ce livre rencontre un tel succès, une telle audience. Et tu sais, quand il y a 20 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets, j'ai compris que ce qui posait problème, c'est des peurs, c'est le fait que les médias traditionnels savent pas trop comment prendre ces sujets. Et donc, moi, je me suis vraiment attaché en tant que journaliste à essayer de présenter mon travail de façon cartésienne, objective, de m'appuyer beaucoup sur la science, et c'est ce que je fais dans le livre. Et donc, ça donne un côté un petit peu rassurant, ça reste mystérieux. Donc, certains médias sont un peu embarrassés par les sujets, mais ils respectent et ils reconnaissent aussi ma démarche scientifique et journalistique. Et dans ce sens-là, ça les rassure sur la possibilité de m'inviter et de me faire partager ce sujet. Alors, tu as fait tous les grands plateaux de télévision française, ce qui était pas nécessairement le cas avant, là. Est-ce que tu vois qu'il y a vraiment un chiffre de conscience et que tout à coup, tout est possible? Écoute, je ne sais pas si c'est un shift de conscience. Je pense que, encore une fois, je me suis vraiment attaché dans tous mes livres, mais précisément dans celui-ci qui a pour vocation de rassembler la synthèse de tout ce qu'on peut dire sur la question de la conscience. C'est pas une redite ou une réécriture de mes précédents livres, c'est vraiment un travail de recomposition totale de tout le matériel scientifique, mais aussi, et tu l'as souligné, de mon parcours personnel, notamment à travers le chamanisme, de mes expériences qui ont participé de façon extrêmement importante à ma compréhension et mon intégration de cette réalité des dimensions infinies de la conscience. Et ça ne s'est pas fait en 15 jours, ça ne s'est pas fait en un an ou deux, ça s'est fait vraiment en de très longues années, plus de 15 ans. Et c'est vraiment ce double récit d'une enquête journalistique et d'une enquête personnelle que je mêle en permanence et qui m'a permis aujourd'hui d'avoir cette conviction profonde, mais qui est partagée par toi et par beaucoup de Oui. gens et de scientifiques notamment, que notre conscience n'est pas réductible à notre activité cérébrale et qu'elle est immortelle. Et il y a de plus en plus de scientifiques d'ailleurs qui se disent être des scientifiques post-matérialistes et qui expliquent cette conscience comme étant non locale, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas sécrétée par le cerveau comme la bile est sécrétée par le foie, par exemple, mais qu'elle se trouve partout à l'intérieur, à l'extérieur de nous et que c'est elle qui dirige l'ordinateur qui est le cerveau, le mental. Alors ça aussi, ça tend tranquillement à s'installer. Écoute, on va parler bon, la mort n'existe pas. Au départ, j'ai l'impression que c'est comme un leg pour toi aussi à ta fille. Hein. Tu racontes à ta fille, Luna. Est-ce que c'est bien ta fille? C'est Luna. Avait 3 ans et demi quand son oncle est mort, mon frère est mort sur une route d'Afghanistan. En Et 2001, et c'est ce qui a déclenché ta quête? exactement. Et depuis ce moment-là, elle a été témoin de mon cheminement, de mes enquêtes. Je lui ai partagé des rencontres avec certains expérienceurs, avec des témoins et des scientifiques. Et j'ai vu combien cette présence de la questionnement autour de la mort, plutôt que d'être quelque chose de très morbide à la maison, était exactement l'inverse, avait concouru au fait qu'elle soit plus détendue, plus apaisée, plus en capacité de parler de ça. Aujourd'hui, elle a 26 ans, c'est une très belle jeune femme qui est complètement intégrée dans la vie à Paris. Elle a un métier qui n'a rien à voir avec le mien. Mais elle est en capacité, tu vois, dès lors que la mort fait éruption, par exemple quand elle a perdu un ami,
ou qu'elle est dans un groupe de personnes avec des gens qui sont en deuil, elle est capable d'être dans une autre forme d'écoute. Elle est moins embarrassée, elle est moins submergée par le malaise dès lors qu'on commence à parler de la mort. Ah ouais, c'est fascinant. Et c'est bien écrit, évidemment, parce que tu sais bien écrire. Et tu nous racontes cette histoire-là, que tu racontes à Luna, comment Thomas est décédé dans cet accident-là. Comment tu as senti quelque chose, une espèce de sensation de confusion, comme si tu étais capable de comprendre la confusion de ton frère qui est mort dans un accident d'auto en Afghanistan, alors que c'était même pas pendant une de tes couvertures. T'étais pas avec lui pour couvrir la guerre en Afghanistan. C'était un voyage Oui, en on vrac. travaillait, je dirigeais à l'époque une mission de la Société des explorateurs français à Kaboul et mes frères travaillaient avec moi ainsi qu'une équipe. Et dans un accident de voiture, effectivement, dans un pays en guerre dangereux, bah, c'est un accident de voiture banal Ouais. qui emporte mon frère et trois autres personnes. Euh, oui, il s'est passé quelque chose d'étrange sur ce lieu de l'accident que j'ai compris vraiment bien plus tard. En fait, dans de tels moments, euh, notre cerveau débranche complètement. Mm. Je me souviens vraiment de ce moment, c'était euh, inattendu évidemment, totalement choquant, totalement violent. Euh, et la réaction de mon cerveau à ce moment-là a été de stopper son fonctionnement habituel. Le fonctionnement d'un cerveau habituel, c'est je réfléchis à ce que je connais déjà et j'anticipe ce qui va se passer. Sauf que là, devant quelque chose d'aussi inattendu, pouf, il bug. Et le bug de ce cerveau, ça a eu comme conséquence de me mettre dans un espèce de moment présent d'une très très grande intensité. Et dans ce moment présent, ce que j'ai compris aujourd'hui, notre âme, elle est là, elle est beaucoup plus affleurante. D'ordinaire, notre âme, à cause de notre activité cérébrale incessante, elle est écrasée, inhibée, inaccessible. Sauf qu'à ce moment-là, le choc a eu un effet sur mon cerveau de mise en stand-by de toutes mes activités automatiques de réflexion et j'ai été dans une espèce de vérité de mon âme. Je ne l'ai pas du tout compris comme ça à ce moment-là. Non. Et la conséquence, c'est que, d'une certaine manière, l'âme de mon frère qui venait de s'extraire de son corps parce qu'il venait de mourir, et la mienne se sont trouvées dans une forme de plus grande perméabilité l'une avec l'autre. Et j'ai senti effectivement, moi j'étais en état de choc, donc je sais très très bien l'état psychique dans lequel j'étais, mais j'ai senti une confusion, comme si c'était pas la mienne. Je sentais profondément qu'elle n'était pas la mienne, C'est comme ça. si c'était celle de Thomas, qui Ouais. était totalement stupéfait de D'être ce qui venait de mort. se passer. D'être Et mort, ce j'interprète qui, aujourd'hui comment, pardon? j'allais dire, ce qui est bien, bien relaté, entre autres, dans certains films, dont Le Sixième Sens, que tu as sans doute vu avec Bruce Willis, qui sont ces gens qui décèdent sans savoir qu'ils le sont, qui sont décédés au début, puis il y a une stupéfaction, une espèce de confusion, de voyons qu'est-ce qui vient de se passer là, je suis plus dans mon corps. Oui, je pense que mourir dans un accident comme ça de façon absolument inattendue doit être, extrêmement intriguant, quand Ouais, tu le vis, quand tu t'aperçois qu'il y a eu un choc, il y a eu quelque chose que tu as pas compris, puis que tout d'un coup, bah, tu es encore vivant en fait, et puis le le tu te retournes et puis tu vois ton corps par terre. Ça doit être un moment assez déstabilisant. Mais c'est aussi, je pense, un moment comment dirais-je? Pour avoir entendu de nombreux témoignages dans ce sens-là, c'est aussi un moment, je pense, où une aide nous est apportée. ouais, Tu sais, c'est pas parce qu'on meurt comme ça de façon inattendue, de façon extrêmement brutale et qu'une minute avant, bah, rien n'était prévu de tout ça. Je pense que au niveau de notre âme, c'est déjà là, c'est déjà su mmh, d'une certaine manière, c'est déjà anticipé. Il y a beaucoup de signes que j'ai recueillis, de témoignages de gens qui me disaient avoir été confrontés à la mort de proches et parfois de morts très, très inattendues, mais comme si les gens qui allaient mourir avaient déjà eu, dans les semaines ou les mois qui précédaient, une sorte d'intuition qu'ils avaient manifestée ouais. par des réflexions bizarres, comme s'il y avait une prémonition de ce qui allait se passer. Et, donc, je pense qu'au moment de la mort, même si on meurt de façon vraiment brutale et inattendue, dans un accident, dans un attentat, d'une certaine manière, notre âme, elle est déjà préparée à ce moment-là et il y a des gens qui viennent nous accueillir. Un peu comme quand un bébé arrive au monde sur cette planète, il est entouré d'un papa, d'un personnel soignant, de la maman évidemment. Et je pense qu'au moment de la mort, on est pareillement entouré de proches qu'on a pu connaître et puis d'autres qu'on n'a peut-être même pas connus, qui sont des ancêtres de nos lignées, des guides spirituels, des accompagnants, des anges, je ne sais pas quoi d'être, mais il y a du monde qui est là, il y a du monde pour nous accueillir. Et Et je il y a pense que peut-être Thomas est quand inattendu. même et il y a peut-être quand même, parce que c'est ce que j'ai lu aussi et interviewé tant de gens, une petite période de confusion au début avant
justement, de ressentir cette aide-là, cette lumière-là qui vient nous accueillir. Entre autres, Eben Alexander le décrit bien, il appelle ça la vue du ver de terre. Le grand neuroscientifique là, que tu as lu comme moi. Alors, écoute, à partir de ce moment-là, et dans le livre, ce qui est intéressant, tu repasses à travers toutes les études qui ont été faites sur les expériences de mort imminente. Tu reviens sur les médiums, tu reviens aussi sur ce qu'on appelle l'intuition, cette capacité, entre autres, d'être dans une conscience beaucoup plus élargie que ce qu'on connaît avec le mental. Et tu arrives avec les expériences aussi que tu vis toi-même. Et là, j'ai été étonnée en te lisant à quel point tu as vécu un nombre assez spectaculaire d'expériences avec le chamanisme et ce que tu appelles les médecines là-bas, entre autres en Amazonie. Raconte-moi, qu'est-ce qui t'a d'abord amené en Amazonie à vouloir vivre les expériences avec l'ayahuasca, qui est cette espèce de mélange de plantes qui t'amène dans pas nécessairement une décorporation, mais un état de conscience élargi. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller vivre ça? Bah, écoute, la volonté de faire l'essai, c'est-à-dire quand j'ai découvert et que j'ai entendu parler la première fois du chamanisme amazonien, c'était en 2006. C'était un moment où j'avais déjà derrière moi plusieurs années d'enquête sur les questions de la conscience et j'avais commencé à prendre la mesure du fait que notre cerveau ne fabrique pas notre conscience et que nous avons une dimension infinie de notre conscience et qu'on peut en faire peut-être l'expérience, et notamment les expérienceurs de mort imminente en font l'expérience. Donc moi, je voulais faire cette expérience-là. Je voulais, si le monde spirituel existe, si les morts peuvent être visibles quelque part, je veux aller les voir, j'aimerais faire cette expérience. Tu sais, moi, à la base, je suis photographe. Donc, sur un terrain de guerre, le journaliste de presse écrite, il peut rester à la limite à l'hôtel, il n'a pas besoin d'aller sur la ligne de front, risquer sa vie. Il peut faire son article de loin. Moi, pour amener la photo, il faut que j'aille sur la ligne de front. Et j'ai toujours eu cette vocation dans ma vie à aller au maximum au plus près de mes sujets. Et là, en l'occurrence, en 2006, j'entends parler du chamanisme, j'entends parler des recherches qui sont faites par des anthropologues, par d'autres chercheurs qui sont allés en Amazonie, qui ont fait l'expérience chamanique avec l'ayahuasca et qui en rapportent des témoignages extrêmement intrigants qui ne semblent pas réduire le phénomène à une croyance sans fondement ou à des métaphores. Et donc, je me dis, bah, il faut que j'y aille, il faut que j'essaye moi-même. Je suis suffisamment grand pour m'apercevoir que ce sont que des fadaises ou au contraire, de me permettre de découvrir qu'il y a quelque chose. Mais s'il y avait ne serait-ce que 1% de chance de découvrir que mon frère est encore vivant grâce à ce moyen-là et de le voir, mais il faut que je tente l'expérience. Donc, c'est ce qui m'a emmené en Amazonie. Alors, ça a été beaucoup plus compliqué que je l'imaginais. On n'est pas dans la magie de Matrix. On n'est pas à prendre une pilule bleue pour tout d'un coup voir apparaître une autre réalité. C'est un très, très, très long apprentissage qui m'a pris des années, qui a été laborieux, qui a été difficile, mais qui a été aussi profondément bouleversant. Oui, absolument. Et on le sent que c'est bouleversant. Ta première expérience avec l'ayahuasca est d'ailleurs très difficile au niveau physique. Ça va en prendre des dizaines avant que tu vives quelque chose. Est-ce que tu penses que c'est parce que le mental était vraiment trop fort et que d'autres peuvent le vivre plus rapidement, parce que ça prend un certain temps justement pour laisser aller les conditionnements, les croyances, tout ce qu'on nous a appris, finalement, on est formaté d'une certaine façon. Oui, 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 c'est vraiment le cas. Alors moi, je tiens à préciser que je n'incite absolument pas à la consommation de ces substances. Pour moi, c'est pas la voie obligatoire pour s'ouvrir à la dimension spirituelle. Ça a Merci été de le dire. c'est une voie que j'ai choisie en conscience, dans un cadre extrêmement rigoureux que celui du chamanisme amazonien, ou ensuite celui des thérapies assistées qui sont pratiquées en Occident avec d'autres substances psychédéliques. Donc c'est extrêmement encadré, extrêmement sécurisé. C'est interdit en France notamment, au Québec, je ne sais pas. Même Et c'est chose. en train d'être légalisé aux États-Unis, dans certains États, en Suisse, parce que c'est aussi des méthodes thérapeutiques extrêmement puissantes. Donc, il y a vraiment un cadre qui existe, qui m'a permis, moi, de faire ces expériences-là comme ça. On va mettre Moi, juste j'avais la besoin. nuance ici, Stéphane, là où c'est le cadre thérapeutique dont tu parles, où il est le plus expérimenté, c'est entre autres avec les personnes en fin de vie qui ont très peur de la mort et ça leur permet de laisser aller la peur de la mort. Ça, Exactement. c'est un des aspects thérapeutiques extrêmement intéressants. Mais je suis contente que tu dises, on ne recommande à personne d'aller faire de l'ayahuasca ou d'aller faire des psychotropes ou de faire des psychédéliques parce que c'est pas nécessairement la voie de tout le monde, hein? Non, non, non. Ce qui est important à souligner, c'est que, comme tu l'as dit, notre mental est une forme de prison. Mhm. Alors c'est une belle prison, parce que c'est une prison qui nous permet paradoxalement d'être équilibrés dans ce monde et de fonctionner correctement. Si on a un mental déficient, un ego incomplet, on est en fragilité, on est en souffrance, c'est très compliqué, on peut être perméable
aux pensées et à d'autres forces psychiques. Donc, c'est extrêmement inconfortable. Donc, le mental, l'ego, est quand même un vaisseau de contrôle et d'adaptation très fort et indispensable à notre existence. Mais là où le bébé est jeté avec l'eau du bain, c'est qu'à cause de ce mental et de cet ego, on se coupe aussi d'une partie de nos dimensions intérieures, de notre intuition et d'autres dimensions invisibles. Donc, toutes les techniques ou les moyens qui consistent à essayer de mettre un peu en sommeil les mécanismes cérébraux qui sous-tendent l'existence de cet ego participent à notre ouverture vers des mondes spirituels. Donc l'ayahuasca ou les psychédéliques, on le voit dans les recherches qui sont menées aujourd'hui dans des laboratoires, éteignent une partie du cerveau. C'est-à-dire que ces substances n'ont pas un effet hallucinatoire. Elles ne déclenchent pas une cascade d'activités qui provoque des hallucinations. Au contraire, ces substances mettent en sommeil un réseau qui s'appelle le réseau mode par défaut, qui est un réseau qui sous-tend précisément notre ego et notre sentiment d'individualité. Et en faisant ça, c'est très compliqué à vivre parce que tout d'un coup, notre identité semble se dissoudre. Donc, ça peut être déstabilisant, effrayant, compliqué à gérer. Quand on a beau savoir intellectuellement que ce n'est pas en train d'arriver, quand on le vit, on traverse vraiment le moment de la mort. Donc, ça peut être très, très déstabilisant. Mais d'autres techniques, on évoquait l'hypnose, mais d'autres et jusqu'à la méditation aujourd'hui, ont exactement le même effet. Moi, je Ben, ne c'est suis pas important. reparti, je ne suis pas reparti en Amazonie depuis des années, j'en éprouve plus forcément le besoin, parce que les portes que je devais faire sauter ont sauté. Et aujourd'hui, en pratiquant la méditation, j'ai des expériences aussi intenses en termes de profondeur que je ne pouvais avoir en Amazonie, de relation avec une dimension plus élargie de ma conscience. Et ce qui est curieux, c'est qu'on a observé que les études sur le cerveau de méditants montrent exactement les mêmes résultats que les études sur le cerveau de personnes à qui on injecte où on donne des psychédéliques. Ça agit sur les mêmes zones cérébrales, ça met en sommeil la même zone cérébrale du réseau mode par défaut, sauf qu'avec la méditation, c'est beaucoup plus pérenne, ça s'installe dans la durée, c'est moins violent, c'est peut-être même plus... Oui, ça dure l'entièreté de la journée, c'est-à-dire que le psychédélique va avoir un effet puissant, très violent, très difficile, très déstabilisant, qui va durer 4-5 heures, et puis ensuite on revient à notre cerveau habituel. Donc si on a un cerveau de névrosé ou de bloqué dans le mental, on le retrouve à la sortie de l'expérience psychédélique. En Absolument. revanche, avec les méditations, on formate notre cerveau, on développe d'autres circuiteries et on permet d'installer une plus grande capacité à lâcher prise que... voilà, mais pour autant qu'on pratique la méditation de façon Ben voilà. quotidienne et régulière. Et la raison pour laquelle les gens vont aller vers les psychédéliques plutôt que la méditation, c'est que c'est plus rapide. Ça prend quand même une forme de discipline pour la méditation. C'est bien sûr le chemin que je préconise moi-même parce que j'ai vécu des expériences que tu décris dans La mort n'existe pas à travers justement la méditation. L'hypnose, c'était avant l'entrevue qu'on s'en parlait et qui m'ont amené à connecter avec ce qu'on appelle le tout et à comprendre une petite partie sans doute parce qu'on sait que plus on avance, plus on sait rien finalement, mais une petite partie de tout ça. Et c'est vrai que ça prend une forme de discipline, là, effectivement. Mais tu sais, les psychédéliques ne sont pas plus rapides nécessairement. Moi, j'ai mis 15 ans à commencer à être à l'aise avec ces techniques chamaniques et à pouvoir explorer ce domaine-là. Donc, ce n'est pas nécessairement la baguette magique, tu sais. Mm. J'ai une question ici intéressante d'un hypnologue d'ailleurs qui demande bonjour à vous deux, est-ce que Stéphane a expérimenté l'hypnose, notamment l'hypnose spirituelle ou de régression? Oui, oui, oui. Je l'ai fait, pas beaucoup, mais je l'ai fait 2-3 fois. C'était assez intriguant. C'est assez intriguant. OK. Eh bien, moi aussi. Puis effectivement, j'ai vécu des expériences assez intéressantes de connexion avec l'hypnose, entre autres de traverser, de me promener dans différentes dimensions. J'en ai parlé avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, parce que c'est avec lui que j'avais vécu l'expérience une fois, entre autres. Alors, bref, t'es allé au bout de cette expérience-là. Et il y a plusieurs moments où est-ce que tu vis une connexion où est-ce que tu finis par avoir la sensation de savoir que ton frère est vraiment toujours vivant quelque part. Puis il y a ton père qui part et ça continue. Et là, il y a une expérience vers la fin du livre. Je ne veux pas vendre le punch, mais quand même, tu as une connexion avec tout ça, puis tu as l'impression de traverser de l'autre côté et de vivre dans les autres dimensions. Là. Bah écoute, si je dois résumer de façon extrêmement, extrêmement synthétique des centaines de pages du livre, j'ai vécu des expériences de mort imminente à répétition, grâce au chamanisme et à travers différentes techniques. Donc je suis passé de l'autre côté et j'ai effectivement eu le sentiment
de vivre phénoménologiquement ce que rapportent des expérienceurs de mort imminente, la dissolution de mon ego, la perception de la lumière, la perception d'une dimension d'amour incommensurable, la perception d'autres âmes, mon frère, mon père, que j'ai vu sous leur forme actuelle. C'est à la fois très compliqué à décrire parce que c'est des expériences d'une grande transcendance, donc qui sont littéralement dans un autre monde, dans une dimension plus élargie de la réalité. Donc c'est très très dur dans notre réalité très circonscrite de pouvoir trouver les mots qui correspondent à cette immensité auquel j'ai eu accès. Mais je me suis servi de ça, de ma longue expérience et en même temps du récit aussi d'autres personnes ayant vécu ces expériences-là et des différentes connaissances traditionnelles qui te parlent de cette réalité élargie qui est réelle, qui est là. Et il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps parce que moi, je reste un journaliste, je suis toujours dans le doute, dans le questionnement, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre que j'étais dans une pénétration d'un univers d'une plus grande réalité et en avoir la certitude. La certitude pour me permettre de l'écrire avec toute la confiance que je voulais avoir avant de pouvoir partager ça avec le grand public. Et ça part bien sûr de toute une quête de compréhension à travers, entre autres, les expériences de mort imminente. Comme toi, j'ai interviewé plein de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Ça m'intriguait tellement, je me disais toujours, moi aussi, j'aimerais ça mourir juste un petit peu, pas longtemps. Et finalement, on réalise qu'on peut le faire autrement. Et c'est ça qui est important de comprendre aujourd'hui dans cette formidable époque où est-ce qu'on vit une expansion de conscience collective. Là. Tout le monde a accès à ça maintenant. Et comment tu vois justement l'avenir de cette quête-là pour toi, là? Écoute, aujourd'hui, je suis à un moment un peu charnière de ma vie pour des raisons personnelles, mais aussi professionnelles. C'est pour ça que je voulais faire une sorte de synthèse. Et c'est vrai que d'avoir écrit cette synthèse, La mort n'existe pas, est un, me laisse dans un état étrange parce que je ne sais pas que je suis arrivé au bout de ma quête, je ne sais pas que j'ai trouvé toutes les réponses, mais j'ai quand même l'impression d'avoir fait une synthèse vraiment aboutie de toutes les 20 années qui viennent de se passer, de tout ce que j'ai fait pendant ces 20 années, de tout ce que j'ai découvert, de tout ce que j'ai expérimenté. Donc aujourd'hui, j'ai toujours un appel vers l'exploration de ces dimensions de la conscience. Mon cheminement spirituel s'est structuré. Je médite tous les jours, par exemple. C'est pour moi devenu quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement précieux. Quand je ne médite pas, ça me manque. C'est vraiment comme quelque chose de vital auquel je n'aurais pas accès, donc j'en ai besoin. Voilà, je reste fasciné par cette réalité absolument colossale qui est autour de nous, qui nous constitue, qui est juste invisible. Donc j'ai envie d'apprendre à encore mieux un peu la voir. Parce que cette âme, cette dimension spirituelle qui nous constitue, cette part divine que nous portons, elle est là, elle se révèle au moment de la mort, mais c'est peut-être intéressant d'essayer de s'y connecter maintenant, là, tout de suite. Ben voilà, c'était ma question. Est-ce que tu vas avoir envie de parler de la vie maintenant que tu as beaucoup, beaucoup parlé de la mort? Est-ce que la vie ne devient pas encore plus intéressante quand on peut mordre dans la vie parce qu'on comprend la mort? Mais exactement, mais d'ailleurs dans ce livre-là, qui s'appelle La mort n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a que la vie en fait. Et dans ce livre, je parle beaucoup de la vie, beaucoup de la vie. Oui, et cette vie-là qui est tellement large, est-ce que tu as commencé à explorer aussi, parce que dans une de tes expériences, tu parles des autres dimensions, explorer les autres dimensions de ton être, entre autres? Qu'est-ce que tu entends par là? Ben, entre autres, les dimensions de l'être, c'est-à-dire la dimension de la pleine conscience, de l'amour, ce qu'on appelle la multiple dimensionnalité de l'être. Bah, écoute, j'ai déjà vécu plusieurs expériences effectivement que je relate dans le livre qui m'ont mis en connexion avec ces dimensions. Ce qui a été pour moi époustouflant, ça a été de vivre certains moments où j'avais le sentiment d'être, dans au cœur de la réalité, au cœur de ce qui est vraiment le noyau central de notre réel, qui est un noyau d'amour, d'harmonie, d'une Mmh. puissance folle. Les mots sont vraiment tartignoles quand je le dis maintenant, j'en ai conscience parce que le mot amour, pour nous, il est tellement associé à sentiments, relations, attachements, et cetera. Ce que j'ai expérimenté, ce sont des états d'harmonie, vraiment difficilement descriptibles, mais qui m'ont donné le sentiment d'être vraiment ce qu'il y a au cœur du réel. Tu vois, il y a ce cœur de réalité qu'est l'amour, et puis dessus viennent se construire des illusions de plus en plus fortes. Et puis nous, ici, êtres humains, nous sommes
des êtres complètement amnésiés et oublieux de Ouais. cette réalité fondamentale, parce que nous avons un cerveau qui s'est structuré dès les premières secondes de notre conception et qui a appris, et qui est un cerveau de mammifère qui est fabriqué pour faire de nous des êtres adaptés à un monde a priori hostile, parce que notre cerveau, c'est d'abord un cerveau d'Homo sapiens, et il y a quelques dizaines de milliers d'années, notre environnement était extrêmement dangereux. Enfin, il y a encore des ours de par chez toi, ici il n'y en a plus, mais ça reste quand même voilà, un monde a priori hostile. Donc notre cerveau, il sert à nous protéger. Et en faisant ça, il nous permet de survivre, mais il nous a aussi coupé d'une dimension tellement fondamentale, tellement subtile, tellement puissante. C'est ce qu'on appelle le voile de l'oubli, mais en plus, nous, on lui a donné plusieurs défis supplémentaires en formatant ce cerveau-là pour qu'il devienne analytique. Et on dit souvent, la rencontre avec Dieu, ça se passe uniquement dans le silence, mais dans le silence aussi du mental. Et c'est là que toi, tu as fait vraiment l'expérience de faire taire le mental pour réussir à connecter avec autre chose. Mais c'est exactement l'effet que l'on observe sur le cerveau que produisent l'utilisation des psychédéliques qui sont employés dans le chamanisme notamment. C'est qu'ils éteignent la partie du cerveau qui soutient le mental. Voilà. Donc, c'est vraiment pas une vision un peu intellectuelle ou poétique, c'est vraiment littéralement ce que les neurosciences mettent en évidence. La méditation fait exactement la même chose. La méditation, la pratique de la méditation ne fait pas éteindre le mental, mais baisse son activité sensiblement et permet effectivement l'émergence de petits moments de plus en plus longs de silence intérieur. Des moments plus longs, c'est des moments de quelques fractions de secondes, mais déjà quelques fractions de secondes de silence dans une vie où théoriquement on est juste écrasé par le bruit permanent de notre activité cérébrale, c'est déjà des cadeaux extrêmement précieux. C'est ce que je dis tout le temps parce que moi, j'ai un groupe de méditation, là, je guide 2, 3 matins par semaine, un groupe de méditation. Je leur dis tout le temps, si vous êtes là, just show up, soyez présent. Puis s'il y a 2, 3 secondes ici et là où vous êtes vraiment présent et qu'il se passe rien d'autre, c'est déjà extraordinaire. Leonard Cohen disait, it takes a crack, there's a crack in everything, so that's how the light comes in. Là. Mais en français, ça prend une faille pour que la lumière puisse pénétrer. C'est là qu'elle se passe la faille. Écoute, il y a une question, il y en a plusieurs questions, mais j'en mettre une ici. Est-ce qu'après toutes ces expériences, monsieur aime la solitude ou au contraire, il cherche à être entouré? C'est intéressant comme question. Eh ben les 2, justement c'est une très bonne question et très, très, très pertinente parce que justement pendant des années et des années et des années, j'ai essayé de privilégier la solitude pour, essayer de trouver l'accès à cette dimension spirituelle. Mmh. J'ai Ouais. quitté Paris, je me suis installé dans la campagne, j'ai vécu, au fond de la campagne pendant 9 ans et je suis parti en voyage, avec toujours le désir de privilégier une grande solitude parce que j'avais l'impression que c'était le seul moyen de pouvoir retrouver, quelque chose quoi, quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, je pratique la méditation de façon, assidue et cette solitude et ce silence, je le trouve ici au milieu de Paris. Voilà. Je suis dans des activités de promotion, je réponds à beaucoup de sollicitations, je suis dans cette activité frénétique d'une grande ville et je sais que je rentre chez moi, je m'assieds sur mon coussin et là, la solitude arrive, le silence arrive avec une grande paix, une grande sérénité et le fait de le faire tous les jours me permet justement de tenir sans aucun problème dans cette frénésie absolue qu'est le monde d'aujourd'hui. Moi, je pense que je vais t'engager pour la promo parce que ça fait 15 ans, ça fait presque 18 ans aujourd'hui que je médite tous les jours et que je dis aux gens, écoutez, essayez-le, il faut l'essayer avant de dire que ça fonctionne pas, même si vous êtes juste là quelques secondes. Écoute, il y en a qui disent, je pourrais vous écouter pendant des heures. Alors vous pourrez réécouter et partager en grand nombre. Moi, je suis curieuse, Stéphane, parce que je connais un peu les médias français. Quelles ont été les questions les plus embarrassantes que tu as eues sur des grands plateaux de télévision? Est-ce qu'ils ont essayé de te mettre en boîte? Non, non, la question qui m'a le plus embarrassé, c'est pas une question pour me mettre en boîte, c'est plus une question parfaitement légitime. C'est, bon, bah, si la conscience survit à la mort du corps, c'est quoi qui se passe après? Et quand on me l'a posé la première fois, j'étais pas préparé parce que répondre à cette question, c'est absolument vertigineux. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce qu'on devient? On a quelques bribes de suppositions, on a quelques traditions spirituelles qui nous éclairent un tout petit peu Ouais. là-dessus, mais ça reste une question vertigineusement, mystérieuse et inconnue. Donc elle m'a embarrassé parce que c'est légitime, on aimerait tous le savoir, mais malheureusement, il faut peut-être en faire l'expérience soi-même pour commencer à comprendre ce qui se passe derrière. Donc
non, il n'y a pas eu autrement de questions embarrassantes. Je pense qu'il y a une grande curiosité. Et justement, ma posture de journaliste qui reste, même si je suis allé très loin dans les expériences, qui reste rationnelle et rassurante pour les médias qui m'ont invité. Et au contraire, ils sont intrigués que ces sujets-là puissent être abordés sérieusement et qu'on puisse avoir des données scientifiques à l'appui de ce que j'affirme. Mon livre contient plus de 200 références scientifiques. Ce n'est pas juste le fruit de mon cerveau. Et le fait que la mort n'existe pas, tu l'as déjà écrit toi, mais c'est aussi un constat que des scientifiques font aujourd'hui de façon de plus en plus unanime. Donc voilà, cette réalité-là, elle peut être partagée, elle peut être argumentée, elle peut être défendue scientifiquement, et c'est ce que je développe tout au long du livre. Et bien sûr, on peut aussi faire remarquer que la science a ses limites. Et peut-être que c'est simplement parce qu'on n'a pas encore les appareils pour mesurer la conscience lorsqu'elle continue après la vie dans le corps physique. Alors, il faut rester humble par rapport à tout ça. Merci Stéphane Alix, c'est un pur plaisir. On pourrait continuer encore longtemps, mais je sais que tu as d'autres engagements, tu es très, très, très occupé. Alors, vous l'avez entendu, la méditation, c'est encore le meilleur chemin pour aller rencontrer cette belle conscience qui vous habite et qui habite cette conscience non locale qui est partout. Hein? C'est ça que le quantique est en train de nous apprendre aussi. La physique quantique va nous aider avec nos recherches, je pense, Stéphane. Exactement, exactement. Alors, je te souhaite une longue vie avec cette belle conscience, puis on va se retrouver bientôt. Je devrais aller en Europe bientôt, on se redonne des nouvelles. Avec Merci plaisir. infiniment et bonne chance. Et je suis tellement contente. Numéro 1 en France, depuis combien de temps? Depuis 2 mois là maintenant. Ah, bravo, bravo, bravo. Et que ça soit, que ça fasse son chemin et que ça ouvre d'autres consciences. Merci. Merci beaucoup, France. Merci. Et on va souhaiter à tout le monde de très joyeuses fêtes. C'est la dernière de la saison. On va être de retour. Je serai de retour en 2024 avec plein d'autres invités aussi passionnants. À très bientôt, tout le monde. Merci d'avoir été là et partagé. C'est gratuit. Merci, bye.